18 juillet 2019, Kyoto, arrondissement de Fushimi. C'est une matinée comme les autres au studio 1 de Kyoto Animation, société connue comme l'une des plus prolifiques dans le domaine de l'animation au Japon et ayant fait les belles heures du genre tranche de vie lycéen dans les années 2000. En dehors d'une réunion avec des représentants d'une autre société, le studio et ses 76 employés connaissent une activité normale. 10h35. Une voix se fait entendre dans le hall d'entrée. Elle hurle à s'en déchirer les poumons 3 mots. Pakuri Yagate, escroquerie, plagiat, et le troisième, la plus terrible de toutes les injonctions qu'ait pu inventer le langage humain. Shine. Shinji Aoba, 41 ans, craque une allumette et embrase l'essence qu'il a répandue au rez-de-chaussée du bâtiment, provoquant un incendie fulgurant qui s'étend aux 2 étages. Paniqués, des employés se ruent vers les sorties de secours, mais elles ont été bloquées et enflammées. Ceux qui passent par l'escalier principal pour rejoindre l'entrée se voient aspergés d'essence et périssent brûlés. Ce sont au total 36 hommes et femmes piégés comme des rats par les flammes ou intoxiqués par le monoxyde de carbone qui périront. Bilan auquel il faut ajouter 33 blessés graves. La pire tuerie de masse qu'ait connue le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'incendiaire reprochait au studio d'animation d'avoir volé le manuscrit d'un roman qu'il avait écrit et envoyé dans l'espoir d'être repéré et publié. Il les accusait d'escroquerie et de plagiat et s'est donc vengé avec 40 litres d'essence et un briquet. Pakuri Yagate. Pour couronner cette blague qui ne fait rire personne, il sera plus tard démontré que le fameux manuscrit n'avait jamais été lu par aucun employé de Kyoto Animation, tout simplement parce qu'il ne respectait pas les consignes de formatage attendues pour les manuscrits envoyés par les particuliers, et que donc Shinji Aoba n'a jamais été plagié par personne d'autre que les ombres tournant de sa propre paranoïa. C'est incompréhensible. Des gens ordinaires faisant simplement le métier qu'ils aiment sur leur lieu de travail, un environnement qu'ils devaient considérer comme sûr et à l'abri de toute violence, fauchés comme ça, par un caprice du destin, de façon purement gratuite et imprévisible à cause de la folie d'un seul homme? Oh. Japon, probablement tournant des années 90. Fujino est une écolière japonaise ordinaire. Ordinaire? Non, elle dessine. Elle crée ses propres yonkoma dans le journal de l'école, son talent pour les histoires humoristiques est salué par ses camarades. Pourtant son dessin fait pâle figure face à celui de Kyomoto, une fille scolarisée à domicile, véritable virtuose dans la création de décors, mais qui ne raconte pas d'histoire. La rivalité qui naît entre les deux filles finira par se muer en une belle amitié et un prolifique partenariat créatif. Tout irait bien dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas la vie, cette sale race. Dès le début, elle vous largue à 300 mètres d'altitude sans parachute. Si vous survivez à l'atterrissage, vous voilà dans un monde trop vaste pour vous, sans les armes nécessaires pour l'affronter. Parfois elle vous tue juste au détour d'un chemin, sinon elle fait de votre existence une agonie sans fin, passant du tragique à la farce et de nouveau à la tragédie dès qu'elle en a envie. Parfois elle vous permet de vivre assez vieux pour perdre tout fragment d'humanité, et parfois elle envoie un démon au pouvoir cataclysmique vous effacer de la surface du globe en une fraction de seconde. Bidon d'essence ou pioche, elle viendra vous prendre dès qu'elle le désire. Rien ne frappe plus fort que la vie. Mais je m'égare. Fujimoto revendique que Look Back est un manga autobiographique. Mais à quel niveau? L'histoire qu'il nous raconte, c'est un parcours de mangaka assez classique. La passion du dessin dès le plus jeune âge, la persévérance dans le domaine même au lycée alors qu'il faut préparer son avenir, les premières publications, un concours remporté, le début de la carrière. Prenez n'importe quel manga de ces 20 dernières années, vous pourrez être sûr que ses créateurs auront un vécu similaire. Un parcours de vie universel et en même temps très spécifique, celui d'un artiste. Fujimoto est-il en fait Fujino, cet enfant très tôt attiré par le dessin qui a persévéré dans le domaine malgré le regard des autres grâce à sa rivalité avec une autre camarade? Ou bien est-il Kyomoto, cette marginale trop craintive du monde extérieur qui s'est réfugiée dans le dessin pour supporter sa solitude, sans jamais perdre son optimisme ni sa bonne humeur? La réponse se situe peut-être quelque part entre les deux, à moins que Kyomoto n'existe que dans la tête de Fujino, et soit en réalité une représentation d'un bout de l'âme du mangaka, l'innocence perdue suite à une tragédie impossible à prévoir qui a créé un deuil à nul autre pareil. Ou tout simplement que Fujimoto rend hommage à un ou une amie d'enfance partie trop tôt, mais qu'il a inspiré à embrasser une carrière de mangaka. Un seul homme connaît le secret de Look Back, et m'est avis qu'il mettra longtemps à nous le révéler. Il nous montre en tout cas que la voix du dessinateur de BD tient finalement à peu de choses.
Quand dessiner toute la journée vous prive de vos relations sociales, inquiète vos proches qui pensent que vous devriez faire quelque chose de plus sérieux dans votre vie, et qu'en plus s'ajoute le complexe d'infériorité vis-à-vis d'un autre plus talentueux, c'est plus rassurant d'abandonner et de revenir à la vraie vie. Mais parfois, il suffit d'une rencontre, une seule, et d'entendre les encouragements de la bouche de la bonne personne pour vous ramener sur la voie que vous aviez perdue, et que tous les sacrifices que vous avez faits jusque-là soient enfin récompensés. Comme pour tout, cette voie n'est faite que de hasard, et parfois de terribles déconvenues. Ainsi, nous en revenons à Kyoto Animation, dont les 36 fantômes hantent de toute évidence les pages du manga de Fujimoto, puisqu'il en propose un ersatz de papier, remplaçant le studio d'animation par une école d'art, mais les motivations de l'assaillant rendent l'inspiration on ne peut plus claire. Il est évident que Fujimoto cultive depuis toujours une angoisse vis-à-vis de la mort, qu'elle débarque sans prévenir en emportant tout sur son passage sans explication, et l'incendie de KyoAni n'a fait que cristalliser cette angoisse en lui donnant indirectement une légitimité. La seule thérapie acceptable pour un artiste, c'est jeter la noire peinture de ses doutes, de ses peurs et de ses frustrations sur la toile et nous laisser admirer le résultat. S'exprimer, en espérant trouver une oreille attentive dans la nuit et la solitude de notre propre détresse face à nos interrogations les plus profondes. Si les artistes ne sont plus en sécurité dans ce monde de fous, on en vient forcément à se demander « Pourquoi devenir mangaka ? Pourquoi réaliser des films ? Pourquoi prendre sa guitare et jouer des chansons ? Pourquoi noyer les pages sous les flots de l'encre de notre imaginaire ? La question se pose, puisque le monde attend autre chose de vous, il en voudra toujours plus de votre part. Suivez ces règles, vous ne serez peut-être pas heureux, mais au moins vous serez dans le coup. Négligez-les, vous voilà marginal. On s'en fiche de vos aspirations personnelles, de vos éventuels complexes. Vous êtes imbriqué dans un système social, moral, politique et économique, un infime rouage dans un mécanisme dont on ne comprend même pas les tenants et aboutissants, mais qu'on prend pour acquis dès la naissance. Vous faites partie du système, donc vous devez l'entretenir. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez même pas si vos actions servent vraiment la société, mais voilà, vous travaillez et c'est très bien comme ça. Quelle place donner aux artistes dans un tel monde? Ils ne produisent rien d'utile du point de vue matériel au bien commun. Ils vivent de la générosité de leur public. En fait, ils seraient plus proches de mendiants, de ce genre de personnes que l'on aime qualifier de parasites parce qu'ils ne réussissent pas aussi bien que les autres. Dans un monde aussi rigide et normé, ces gens-là ne sont rien ni personne. Alors qu'ils pourraient avoir fait des études pour devenir médecin, professeur, pompier, chercheur, banquier, pourquoi ces gens deviennent-ils artistes? Pakuri, Yagate. Faire de la BD, réaliser des films, tout ça n'est que l'éloge du néant. Vous n'apporterez jamais rien de palpable à vos semblables, vous serez au mieux vu comme un de ces créateurs importants qu'on cite en cours magistral et dans les manuels d'histoire de l'art, mais votre plus grosse contribution à la société, ce sera une histoire de Batman et 2-3 films d'action. C'est ce qu'ils veulent que vous pensiez. Ils veulent que vous culpabilisiez d'être ce que vous êtes, de vouloir faire ce que vous voulez faire. Mais ils n'y peuvent rien. On n'en attend pas moins d'eux et ils s'en accommodent juste mieux que vous. Il n'y a rien de mal à vouloir juste être normal et rentrer dans le moule. Être un artiste, c'est s'exiler au moins partiellement de la normalité. Et être anormal, c'est par définition devenir une sorte de monstre. Et on sait tous ce qui arrive aux monstres dans les histoires. C'est acceptable, jusqu'à ce que la réalité dépasse la fiction. Time, stop! Le monde est absurde. L'existence est une roulette russe. Nos proches sont une énigme que nous nous efforçons de décrypter au jour le jour. Rien n'a moins de sens que la vie. Elle nous heurte sans raison, elle se rit de nous quand elle ne nous détruit pas tout simplement par un caprice du destin. Et pourtant nous l'affrontons, aussi longtemps que nos petites jambes sont capables de nous porter. Nous pouvons choisir de le faire la tête baissée, il n'y a aucune honte à ça. Mais trouver le courage de la regarder en face et lui rendre coup pour coup, ce n'est pas à la portée du premier venu. Est-ce qu'un artiste fait partie de ces gens-là? À chacun de voir. Mais qui peut désigner les forts et les faibles? La vie d'artiste, c'est la solitude, le découragement, les complexes d'infériorité, l'anxiété, l'insécurité financière, les critiques, la pression du public, le regard des autres et parfois la mort. C'est aussi devoir faire des compromis entre sa passion et l'avidité sans fin du milieu, chercher à faire vivre un art vrai et pur, émancipé des tares des grandes entreprises, toujours plus aveugles à la beauté qui les entoure. Beaucoup ne comprennent pas cette vie ou l'abandonnent, et ils ont raison. Mais ceux qui s'acharnent, ceux qui ne lâchent rien, ceux-là comprennent que l'art, c'est autre chose qu'une jolie image, quelques bouts de phrases sur un papier ou d'insignifiantes querelles de cours de récré. C'est un don de soi permanent à une pratique incomprise, conspuée et méprisée, et pourtant gravée dans l'ADN de l'humanité depuis ses origines. Les hommes ont besoin de créer ce rien qui ne remplit pas l'assiette et ne guérit pas le cancer.
Et les artistes en ont encore plus besoin, car pour eux, c'est un style de vie à part entière. Ils ne croient qu'en un seul Dieu, c'est la création. Et le seul commandement de la création, le voici. Fais-le. Absurde, n'est-ce pas? Pour le réalisateur Terry Gilliam, on ne peut pas créer sans avoir un petit grain de folie. On peut très bien se lamenter sur son sort, conchier sa propre psyché fracassée, ou bien être heureux d'être fou. Et si on est fou, à quoi ça sert de se justifier? Être artiste, ça ne s'explique pas. C'est un geste dénué de sens et à l'avenir particulièrement incertain, surtout quand les maisons de création commencent à brûler. On s'accommode de cette absurdité, mais on peut finir par ne plus la supporter. Ne regarde pas en arrière, dit la chanson. Mais parfois on en a besoin pour se rappeler que l'art, aussi insignifiant, inutile et vain soit-il à l'échelle du monde et des innombrables et toujours insolubles problèmes de la société, parfois, juste parfois, nous donne très exactement ce dont on a besoin, et que rien ni personne d'autre ne pourra jamais nous donner. La joie, la tristesse, la vie, la mort, Pakuri, Honto. Pourquoi devenir mangaka? Parce que... We passed upon the stair. We spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not